plaisir de vous voir les uns et les autres, les visages connus comme les visages inconnus. J'ai la lourde tâche de commencer toute seule cette série d'interventions qui vont rythmer ce séminaire, séance donc inaugurale. Et avant de passer à la petite réflexion que moi je souhaite vous proposer aujourd'hui sur le thème du KPDP, je vais quand même dire un mot sur le séminaire et sur son organisation, même si beaucoup d'entre vous sont déjà au courant. C'est peut-être pas assez fort. C'est pas assez fort? Oui, peut-être approcher le micro. Ouais. Très bien. Merci. Donc, un mot tout d'abord sur le séminaire et sur son contexte, sur l'origine du projet. Il s'agit d'un séminaire d'élèves, puisque moi je suis en dernière année ici à l'école. Et le thème de ce séminaire, vous vous en doutez, il n'est pas dû au hasard. Il est en fait associé à un projet beaucoup plus vaste que je me permets de présenter rapidement. Je travaille depuis maintenant 4 ans sur Michel Zévaco, qui est un auteur de romans feuilletons de la Belle Époque, principalement de romans de KPDP, d'où mon sujet du jour. Lorsque j'ai commencé à m'intéresser à lui, que moi je lisais à titre personnel depuis déjà longtemps, j'ai eu la chance formidable de retrouver chez sa descendance toute une série d'archives, avec notamment des manuscrits qui avaient été très heureusement préservés. C'est l'une des seules archives existantes autour d'un auteur populaire de l'époque. Et c'est de cette découverte-là qu'est né en mars 2015 le Centre international Michel Zévaco, qui est un petit centre d'études dédié à Michel Zévaco en premier lieu. Son but premier était la préservation et la diffusion de ses archives, en même temps que la création d'une dynamique de recherche autour de cet auteur. Et puis petit à petit, en même temps que ma réflexion s'est ouverte, le projet s'est étoffé autour de 2 axes principaux. Tout d'abord la littérature populaire dans son ensemble, et non pas seulement représentée par un seul auteur en la personne de Zévaco. C'est un ensemble immense qu'on appelle souvent paralittérature, ce qui indique bien sa position marginale par rapport à la littérature que l'on étudie canoniquement, et qui pose un certain nombre de questions à la fois fondamentales et épineuses, comme par exemple la construction du canon littéraire et le rapport de la marge littéraire à ce canon, ou encore la signification de cet adjectif éminemment problématique qui est populaire. Une œuvre populaire est-elle une œuvre qui plaît au plus grand nombre, qui est conçue pour le plus grand nombre, qui est lue par le plus grand nombre? On voit bien le problème que pose cet adjectif, surtout lorsque l'on commence à l'entendre dans son sens social. La difficulté commence donc dès la dénomination de cet objet qu'est la littérature populaire. Et dans la réflexion, cette littérature a entraîné rapidement avec elle l'ensemble de ce qu'on pourrait appeler plus largement la culture populaire ou la culture médiatique. Il s'agit alors de considérer l'ensemble du champ médiatique comme objet, en allant du théâtre à la bande dessinée en passant par le jeu vidéo. Et la littérature populaire est alors un élément de cet ensemble, un circuit médiatique parmi l'ensemble du champ médiatique. Le deuxième axe de réflexion que j'ai abordé, c'est ce que j'aime appeler les oubliés de la littérature. Il ne s'agit pas seulement de l'opposition ici entre littérature populaire d'un côté et littérature canonique de l'autre. Il s'agit bien plutôt de la question de la mémoire et de la construction ou de la déconstruction de la postérité littéraire. Si j'en reviens à mon exemple privilégié, comment se fait-il que Zévaco, qui était l'un des auteurs les plus lus de son époque, soit complètement tombé dans l'oubli à partir des années 1950-60? Autrement dit, pour élargir la question, comment la construction du canon littéraire écrase-t-elle au passage des auteurs qui, sans être à nécessairement parler des auteurs populaires, tombent ipso facto dans un oubli qui est parfois relatif, mais qui est parfois beaucoup plus complet. Donc ma réflexion peu à peu s'est étoffée dans ces 2 directions de façon simultanée, puisque avec Zévaco j'ai la chance d'avoir un auteur qui est exactement au croisement de ces 2 axes. Il est à la fois auteur populaire et auteur oublié. Et petit à petit, c'est un projet éditorial qui a vu le jour autour de cette réflexion et du centre Zévaco. Et il a été concrétisé par une première publication au mois de juin. Et donc ce sont les éditions La Taupe Médite qui ont ouvert leurs portes. Et elles ont vocation à publier des ouvrages autour de ces 2 axes. Tout d'abord en publiant des oubliés de la littérature, qu'ils appartiennent ou non au champ de la littérature populaire. En ce qui me concerne, je travaille à une édition des œuvres complètes de Zévaco, qui est à la fois la première édition complète, mais aussi la première édition intégrale,
puisqu'en effet ces romans ont très souvent fait l'objet d'éditions considérablement tronquées. Je vous fais passer le premier volume, qui est passé en juin, qui est sorti en juin, pardon, et qui lui est totalement inédit. C'est le premier roman que Michel Zévaco a écrit, et qui s'intitule L'ombre fatale. D'autres chercheurs, jeunes chercheurs, préparent aussi des éditions ou des rééditions d'autres auteurs oubliés, qui couvrent des registres et des époques extrêmement divers. Au programme des prochaines publications, nous avons par exemple la réédition des derniers scandales de Paris, de Dubu de la Forêt. Nous avons les entretiens du Jardin des Tuileries, un texte parfaitement inédit de Sébastien Mercier, ou des choses beaucoup plus atypiques et beaucoup plus éloignées dans le temps, comme les fameux recueils poétiques de Taboureau des Accords. Je passe rapidement sur ce sujet. Et pour ce qui est du deuxième axe de publication, les éditions Lactocmélite comme le Centre Zévaco ont eu à cœur de donner une place à la recherche et de proposer un espace de réflexion, ce que nous faisons dans ce séminaire. Et c'est de cette envie qu'est né Le Pardaillan, une revue semestrielle consacrée à la littérature populaire et à la culture médiatique. Le premier numéro vient tout juste de paraître, au mois de septembre, et son thème est tout simplement fiction populaire. Quant au deuxième numéro qui aura pour thème le jeu, il sortira en mars. Et je vous fais passer le premier exemplaire. Le contexte de la réflexion est posé, j'en reviens plus précisément au séminaire. Vous l'aurez compris, son but est donc de proposer une réflexion sur ce double champ, culture médiatique, littérature populaire, à chaque séance, avec à chaque fois un intervenant différent. Et surtout, le but de ce séminaire est d'essayer de réfléchir autrement sur ces objets, en essayant de ne pas poser sur eux un regard qui soit immédiatement axiologique. Et c'est ainsi, je crois, qu'il faut entendre le titre de ce séminaire. Il s'agit d'assumer de façon impertinente des objets anti-canoniques. Je vous propose rapidement une petite réflexion sur les deux mots qui donnent leur titre au séminaire, le goût et le genre. Pourquoi ces deux mots après tout? Le mot goût, dans la perspective que j'adopte pour ce séminaire, est à entendre évidemment au sens figuré, de faculté de sentir et de discerner les beautés et les défauts qui se trouvent dans les productions culturelles et artistiques. On parle ainsi d'avoir du goût et surtout, tout de suite, on qualifie ce goût. On parle d'avoir bon ou mauvais goût. Mais ce goût est à entendre aussi, par extension, comme une qualité de l'œuvre dont il s'agit, et non pas de celui qui la reçoit. On parle d'une œuvre de bon ou de mauvais goût pour désigner une œuvre qui fait ou non état des qualités qui caractérisent le goût. Il y a donc un sens positif du goût comme ensemble de valeurs à rechercher dans une œuvre, et un sens négatif comme ce même ensemble de valeurs lorsqu'il est absent ou contredit. Et il y a une deuxième paire sémantique qui va de pair avec la première. Il y a le goût du côté du récepteur et le goût du côté de l'œuvre. L'expression mauvais goût renvoie donc à ces deux sens dans le pôle négatif. Avoir mauvais goût, c'est être porté à rechercher et à apprécier des œuvres réputées pour être de mauvais goût. On retrouve en fait cette même facette double dans la réflexion qui concerne le mot genre. Ce mot-là pose des questionnements bien plus épineux, donc je ne fais qu'aborder, d'autant plus que j'aurai moins l'occasion d'y revenir dans un petit instant. On retrouve la même distinction entre être de mauvais genre, c'est-à-dire être une œuvre qui ne remplit pas les conditions du genre positif, et avoir mauvais genre, c'est-à-dire, cette fois-ci, du côté du récepteur. Un lecteur de manga a mauvais genre parce qu'il lit une œuvre de mauvais genre. En passant, le plus grave encore est le cas du chercheur qui s'intéresse à ces objets de façon sérieuse. Heureusement, cette démarcation tend à disparaître, mais elle est encore bien réelle et elle témoigne de la permanence de cette étiquette mauvais genre. Je prends ici le mot genre au sens large, d'allure générale, de type, de manière. Mais si l'on choisit d'entendre le genre comme catégorie artistique, alors la question du bon ou du mauvais genre devient beaucoup plus importante. Si l'on prend par exemple la littérature, c'est tout à fait crucial, parce que pour un texte littéraire, vraiment cette question du genre est centrale, car la littérature doit se distinguer des autres formes de production verbale qui ne sont pas littéraires. Et la question des genres en littérature, qui est donc la question des modalités de la généricité, est bien souvent un
préalable à cette question de la littérarité. Autrement dit, le genre comme le goût ont un lien étroit avec la question de la valeur. Or, comme je le disais, le but de ce séminaire est de réfléchir autrement, et donc le pari que je m'impose dans mon travail personnel et que j'essaye de transposer et d'appliquer dans le cadre de ce séminaire est de se débarrasser de cette question axiologique. Je l'évoquais il y a un instant, parce que la vraie question, celle qu'il faut se poser, parce que c'est celle qui fait avancer la réflexion, ce n'est pas de savoir si la littérature populaire est une véritable littérature littéraire ou non. Le but de ce séminaire n'est pas de se lancer dans un panégyrique de la culture populaire, panégyrique qui serait de toute manière complètement stérile, car il reviendrait à dire « c'est bien tout de même ». Si on fait l'effort de mettre de côté cette question axiologique, les œuvres se présentent très différemment, et je parle d'effort ici car cela demande vraiment de la volonté. Des années de réflexes intellectuels et de formatage scolaire ne s'effacent pas à la demande, et la question de la valeur revient souvent s'immiscer dans la réflexion sans même qu'on la remarque. C'est donc cet effort que je vous propose de faire ensemble au fur et à mesure des séances de ce séminaire. J'en donne un exemple concret, parce que là je parle de grands principes généraux, mais j'en donne un exemple concret que vous pourrez trouver dans le Pardaillan numéro 1 si ça vous intéresse. Il s'agit de l'article de Vivien Bessières intitulé « Stylistique et fiction populaire ». La thèse de cet article est la suivante. La stylistique, telle qu'on la pratique classiquement, sert à distinguer le texte littéraire du texte non littéraire. Autrement dit, le roman de Flaubert de la liste de courses. Mais elle sert aussi à distinguer le roman de Flaubert du roman de Dumas. Or, si l'on écarte cette question et cet usage de la stylistique appliquée objectivement au texte de Dumas peut se révéler non seulement opératoire, mais très instructive. C'est l'expérience à laquelle se livre Vivien Bessières et je vous laisse découvrir dans le Pardaillan si cela vous intéresse. Et si cette question vous intéresse, je vous renvoie aussi à un autre article qui m'a inspiré pour le choix du nom du séminaire. Il s'agit d'un article de Paul Bléton et Julia Bettinotti qui s'intitule « Le mauvais goût, ça s'apprend » et que vous trouverez dans le cahier des paralittératures numéro 3. Je dis pour finir un mot du programme du séminaire. J'en fais passer quelques exemplaires papier. Sinon, il est disponible également en ligne sur le site de l'ENS notamment et sur le site du Centre Zévaco également. C'est donc un programme que, en ce qui me concerne, j'ai voulu le plus varié possible, à la fois au niveau des sujets abordés. Il sera question de littérature, de jeux vidéo, de comédie musicale, de bande dessinée, et ainsi de suite. Et aussi varié au niveau des intervenants que vous pourrez entendre semaine après semaine. Il y a des chercheurs reconnus dans leur domaine, à la fois comme Pierre Baillon, comme Dominique Khalifa. Il y a des spécialistes de littérature populaire et de culture médiatique, comme Daniel Compère, comme Loïc Artiaga ou encore Irène Langlais. Il y a aussi de très jeunes chercheurs, dont certains sont de l'école, Samia Myers, Marion Latta, Boutabi Soulilaï. Et il y a aussi une ouverture vers l'international, avec deux chercheurs belges, Marine de Regnoncourt et Lucas Di Gregorio, et aussi avec la venue du chercheur canadien, pionnier des études en paralittérature, Paul Bléton, dont je suis vraiment très fière d'annoncer la venue. Et il y a aussi quelques sorties du champ universitaire classique pour des séances beaucoup moins canoniques, notamment lorsque nous recevons en mars le duo de youtubeurs Un Drop dans la Mare, dont la spécialité est d'essayer de parler sérieusement du jeu vidéo sur YouTube. Toutes ces séances sont conçues aussi pour vous donner la parole. La plupart d'entre elles sont construites autour d'un exposé d'1 heure à 1 heure et demie en moyenne, puis d'un échange avec l'intervenant du jour, sauf exception, puisque comme je le disais, il y aura des séances beaucoup moins canoniques. Je termine avec quelques informations pratiques. Le séminaire a donc lieu le lundi de 16h30 à 18h30, hors vacances scolaires, en salle des actes pour ce premier semestre, et nous serons en amphithéâtre Rateau pour le deuxième semestre, à partir du 23 janvier. N'hésitez pas à suivre la page Facebook ou le compte Twitter du Centre Zévaco pour avoir des informations sur les séances. Et puis, comme je ne connais pas tout le monde, je fais aussi passer une feuille sur laquelle vous pouvez vous inscrire si vous voulez être inscrit à la mailing list du séminaire.
promis, ce sera uniquement des annonces de séances et des éventuelles informations de dernière minute. Et dernier détail pratique, les séances seront filmées et dans la mesure du possible, je m'efforcerai de mettre les séances en ligne le plus rapidement possible. Et puis enfin, puisque la sérialité est au cœur de la réflexion sur la culture populaire et médiatique, je me permets un teaser du prochain épisode, puisque la semaine prochaine, donc lundi 10 octobre, nous aurons la chance formidable de recevoir Pierre Daillard, le critique impertinent par excellence, qui viendra nous parler de ses 2 derniers ouvrages, Aurais-je sauvé Geneviève Dixmer, qui est sorti l'an dernier, et dans laquelle il se livre à une expérience de réécriture du roman de Dumas, Le Chevalier de Maison Rouge, dans laquelle il envoie son propre avatar, et puis de son nouveau livre de l'année, Le Titanic fera naufrage, qui sort aujourd'hui même, et qui traite de la capacité de l'écrivain à prédire l'avenir collectif. Bon, j'en ai fini avec les préliminaires. Je ne vous assomme pas plus, je passe à la présentation proprement dite. Je précise immédiatement que, comme d'ailleurs beaucoup d'intervenants que vous verrez ici, je présente une réflexion qui n'a rien de gravé dans le marbre, qui est en cours. Ce sont des questions que je me pose actuellement. Je suis donc preneuse de vos impressions, de vos idées, de vos correctifs, autant que vous le voudrez. Je voudrais donc prendre comme point de départ cette question du genre, qui donne son titre au séminaire et que j'ai rapidement évoqué. Le fil directeur du séminaire étant d'apprendre à réfléchir autrement sur les auteurs, sur les œuvres et sur les médias abordés, c'est ce que je vais donc essayer de faire maintenant à partir de la notion de genre littéraire appliquée à cet objet un peu étrange, un peu savonneux qu'est le KPDP. Je précise tout de suite que c'est le roman qui sera mon objet ici, à l'exclusion par exemple du cinéma ou du théâtre, et que je me propose donc de mener cette petite exploration générique en m'appuyant majoritairement sur mon exemple privilégié, celui de Michel Zévaco. Rassurez-vous, pour les non-lecteurs de Zévaco, je m'efforcerai que ce soit le plus clair possible. Avant d'entrer pour de bon cette fois dans le vif du sujet, je précise enfin que je m'appuie essentiellement sur 3 auteurs pour cette présentation, Sarah Mombert et sa thèse qui fait référence le roman de KPDP et cette définition d'un genre romanesque, René Garguillot et son article « Un genre majeur de la littérature populaire », et enfin Jean-Marie Schaeffer et sa synthèse « Qu'est-ce qu'un genre littéraire ?» que j'utilise de façon un peu plus diffuse pour la question donc, du genre littéraire. On a suffisamment discuté dans la théorie littéraire la question du genre pour que je ne m'efforce pas de reprendre la totalité du débat ici. Ce que je voudrais simplement souligner comme préambule à la réflexion, c'est l'importance cruciale, je le disais, que prend la question du genre en littérature, puisqu'il va de pair avec cette question de la littérarité. Littérarité qui est une question éminemment problématique lorsqu'on s'intéresse à la littérature populaire, réputée pour ne pas être le lieu de la littérarité la plus grande, voire même pour être le lieu de la littérarité zéro. Pour résumer la manière dont on peut appréhender théoriquement la question du genre, je m'appuie sur Jean-Marie Schaeffer ici, on peut distinguer 3 attitudes majoritaires, 3 attitudes théoriques donc vis-à-vis de la question du genre littéraire. La première qui serait l'attitude essentialiste. Le genre se définit alors par son naissance, selon des déterminations internes, sur le modèle biologique en quelque sorte. La deuxième serait l'attitude structuraliste. Le genre se définit alors par ce qui le différencie des autres genres, et il s'agit donc de déterminer des critères différentiels. Et la troisième, qui serait l'attitude normative, le genre se définit alors par ce qu'il doit être, et il s'agit cette fois de prescrire des règles qui viennent en amont de l'œuvre. Si on applique ces 3 attitudes, l'une après l'autre, à l'objet qui nous intéresse, le roman de KPDP, on obtient les 3 affirmations suivantes. 1. Par essence, le KPDP constitue un modèle dont les caractéristiques sont soumises à une détermination interne. 2. Le KPDP possède un certain nombre de caractéristiques capables de le différencier de tout autre genre, populaire ou non. Et 3. Cet ensemble de caractéristiques constitue un cahier des charges préexistant qui détermine ce que doit être un roman de KPDP.
La critique littéraire, et notamment celle des années 60, s'en est beaucoup pris au genre dans ces trois attitudes, mais évidemment la plus décriée a été la troisième, l'attitude normative. Il est simple en effet de constater que dans cette perspective, le genre n'est pas seulement ce qu'on peut lui reprocher dans les autres, un classement arbitraire, puisque son caractère prescriptif fait peser une pression directement sur la création littéraire en amont donc de l'écriture. D'où cette idée que se forme un cahier des charges de l'écriture qui devient très vite dans l'argumentation un élément à charge. La littérature dite populaire se trouve alors exposée en première ligne à son approche. On en fait le règne du genre rigidifié et prescriptif, où les auteurs se contentent d'appliquer à la lettre un cahier des charges. Une vierge persécutée, plus un oncle au désir pervers, plus un jeune fiancé, nous avons là un roman de mœurs mélodramatique. Une femme adultère, plus un amant en manque d'argent, plus un mari au tempérament sanguin, voilà un roman de faits divers. Une jeune fille noble en détresse, un homme riche et puissant pour l'enlever, un jeune cavalier sans sou mais au grand cœur pour la secourir, voilà un roman de KPDP. Recette qui paraît donc très simple et très difficile à dénigrer. Et c'est un fait que le contrat générique est prégnant dans la littérature populaire. Il ne s'agit pas ici de le nier. Ce contrat générique fait partie intégrante de l'expérience de lecture du lecteur ordinaire. Et les attentes génériques de ce lecteur sont d'ailleurs très bien comprises par les éditeurs à mesure que les romans se spécifient. À l'époque où écrit Zévaco, donc la Belle Époque, tournant entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, on trouve déjà des étiquettes précises, comme roman de KPDP. Mais les feuilletons de cette époque ont plutôt tendance à mêler les genres. On trouve d'autres genres de sous-titres, comme grand roman d'amour dramatique, grand roman d'aventure et d'amour, qui mêlent au moins deux genres à chaque fois, de façon à viser un public essentiellement mixte. Mais au tournant du siècle, et à mesure que l'on avance dans le XXe siècle, se créent de plus en plus de niches éditoriales, reflétées par les collections qui visent des publics de plus en plus spécifiques. Romans d'aventure, romans d'amour, romans policiers, romans exotiques, etc. Tous créent peu à peu leur propre stéréotype visuel du livre. Vous avez tous en tête, par exemple, ces collections de romans policiers aux couvertures entièrement noires qui identifient le genre du livre au moment même où on l'aperçoit sur le rayonnage de la librairie et qui d'avance conditionnent donc votre lecture. Petite parenthèse sur ce sujet, sur cet usage de la collection dans la construction du genre comme pratique historique, mais aussi éditoriale et économique, je vous conseille d'aller, elle est disponible sur YouTube, d'aller regarder la conférence de Mathieu Le Tourneux, Le genre une pratique historique. Je reviens donc à cette question du genre. Il ne faut pas jeter trop vite la pierre, je crois, à ces genres populaires en apparence si cloisonnés. Je m'interromps de nouveau, vous voyez ici comme serait très très grande la tentation de retomber dans le débat axiologique, qui vient de se replacer de lui-même au premier plan simplement au fil de ma réflexion. On pourrait tout à fait dire, oui, il y a genre prescriptif, mais ces romans sont bien malgré cela. Acceptons donc le poids qu'a cette importance du genre, tentons de faire avec et de comprendre son rôle et sa signification. Je ne vais faire qu'à regret couvrir une piste de réflexion ici. À mon avis, c'est une piste qui est plutôt fructueuse pour l'approche de la littérature populaire, mais je ne vais pas trop m'étendre pour aborder plus précisément la question du roman de KPDP en lui-même, mais je me permets de la creuser rapidement. Voici donc la proposition qu'on pourrait faire pour aborder le genre en littérature populaire, une proposition que je fais avec Charles Grivel dans l'ouvrage collectif Richesse du roman populaire. On peut essayer de comprendre le genre comme un moyen de médiation entre lecteur, texte et culture. C'est la proposition de Charles Grivel que je cite. Le genre, en tant que tel, possède une définition pragmatique et non pas normative. Il est là afin de réduire la difficulté d'acceptation du contenu ou des informations du texte. Ce que propose Grivel pourrait donc constituer une quatrième attitude théorique à adopter vis-à-vis du genre, une attitude pragmatique qui fait du genre un élément de condition, de conditionnement de la lecture. Autrement dit, le genre ainsi compris fonctionne à peu près comme la fameuse suspension volontaire de la crédulité de Coleridge. Il pose d'emblée, comme acquis avant même d'avoir ouvert le livre, un cadre de vraisemblance et d'action. En ouvrant un roman de KPDP, on s'attend à rencontrer sans surprise des chapeaux à plumes et des jeunes filles enlevées,
mais on serait bien en peine d'y expliquer la présence d'un extraterrestre ou d'un détective privé. Et à ce titre, la question de la forme standardisée se pose à une toute autre échelle dans le cas du roman de KPDP, dès lors même que l'on aborde la question du récit romanesque. C'est bien ce que rappelle Grivel à la suite immédiate de cette première citation. Je cite de nouveau: « Une forme standardisée correspond à un contenu standardisé aussi. Le récit, à cet égard, est une forme de communication standardisée type. Un récit, c'est d'abord ce que quelqu'un d'autre peut accepter de ce que je lui dis, certaines conditions étant remplies. » On peut donc penser à juste titre que le contrat générique fait partie de ces conditions à remplir pour que le lecteur accepte, au sens fort du mot, le récit qui lui est fait. Un extraterrestre dans un roman de KPDP viendrait rompre ce contrat générique et susciter une incompréhension quant au lieu où l'on doit se situer en tant que lecteur vis-à-vis du texte. Petite parenthèse, c'est cette forme d'étrangeté qu'exploitent les crossovers, qui font se rencontrer des personnages d'univers normalement totalement hermétiques les uns aux autres. Comme par exemple le comics intitulé DC versus Marvel, où on fait se combattre Batman et Captain America, ou encore Hulk et Superman, alors même que ceux-ci évoluent dans des univers qui sont normalement totalement incompatibles. Mais ce procédé reste relativement simple à accepter pour le lecteur de ce comic. On reste dans le contrat générique du comic de super-héros, et il y a même un certain plaisir à imaginer des confrontations improbables qui demeureraient en tout cas impossibles sans la décision de faire se croiser des univers. Il serait beaucoup moins facile cependant d'accepter l'irruption de D'Artagnan face à Superman, ou inversement l'intrusion de Superman dans un roman de KPDP. Le contrat générique a donc toute son importance du point de vue du lecteur, et peut-être pose-t-il bien non pas un cahier des charges strict, mais le cadre de vraisemblance et de déroulement de intrigue qui ne pourrait avoir lieu, ou en tout cas ne pourrait se dérouler de la même manière, sans ce cadre. Je reviens donc plus précisément à la question du roman de KPDP, et je vous propose de passer par une petite histoire du genre. Je reviens un instant à cette question de la standardisation qu'évoquait Grivel, standardisation qui est donc double, celle du genre et celle du récit. Il y a dans le cas du roman KPDP deux feuilletages de standardisation. Une première couche qui correspondrait au cahier des charges dit de KPDP, et une deuxième couche qui correspondrait à ce niveau du récit que Grivel dégage. Car je l'ai dit, je m'intéresse ici au roman de KPDP, et donc au roman en tant que producteur d'un récit écrit, mais le KPDP ne s'est pas développé que dans le cadre du roman. Son adaptation au roman est donc une première forme de standardisation du récit. Il me paraît donc essentiel pour poursuivre la réflexion de s'intéresser à l'histoire du roman de KPDP, et pour ce faire, par considérer une caractéristique fondamentale qui est en fait, je crois, caractéristique de tout le monde de genre, il faut le considérer en contexte. Car comme toute étiquette générique, le KPDP a un caractère fondamentalement contextuel et historique dont il ne faut pas tenter de le séparer. Ce qui, entre parenthèses, reviendrait à adopter l'attitude essentialiste de tout à l'heure, qui fait des catégories et des caractéristiques du genre des concepts ahistoriques. À titre d'exemple rapide pour d'autres noms de genre, le conte, par exemple, a désigné des textes extrêmement divers selon l'époque à laquelle on l'a utilisé, ou encore le premier sens du mot roman, qui était écrit en langue romane, bien différent de ce que nous appelons aujourd'hui un roman. Si le KPDP est un genre, ce n'est donc pas en tant que grande catégorie intemporelle, ce que je m'ai proposé d'appeler un mode, c'est donc bien en tant que genre actualisé, ayant une place précise dans un système historique des genres littéraires. On peut donc s'intéresser à l'histoire de l'émergence du KPDP comme à l'émergence d'un nom d'étiquette générique historiquement situé, ayant une place précise dans ce système des genres et ayant la capacité à s'exporter d'une forme et d'un média à l'autre. Donc, petite histoire du KPDP. L'association de ces deux éléments, la cape et l'épée, n'a pas attendu Alexandre Dumas, puisque l'expression « n'avoir que la cape et l'épée » est attestée au XVIe siècle. Elle signifie tout simplement être sans fortune. Quand on n'a plus que la cape et l'épée, c'est qu'on a donc abandonné les velours, les brocarts et tout ce qui va avec. L'expression existe donc en tant que locution figée bien avant de désigner un genre littéraire, ce qui est plutôt rare dans la famille des noms de genres littéraires.
À titre d'exemple, on trouve l'expression dans la dernière scène du Misanthrope de Molière. Je cite donc, c'est un extrait très bref de la réplique d'Acaste. « Pour le petit marquis qui me tint hier longtemps la main, je trouve qu'il n'y a rien de si mince que toute sa personne, et ce sont des mérites qui n'ont que la cape et l'épée. » Employez donc cette expression à propos de quelque chose de figuré ici, et non plus d'une personne. Cette expression la cape et l'épée a très spontanément généré l'image du bretteur, qui devient l'un des éléments centraux du genre, mais pour arriver au roman de cape et d'épée, il faut d'abord faire un détour par le théâtre. En effet, c'est d'abord sur scène que le genre fait ses premiers pas, et c'est en Espagne aussi, puisque la Commedia de Capa y Espada, pardon pour mon accent, est l'un des sous-genres dramatiques en vogue dans le théâtre classique espagnol de l'âge d'or, avec des auteurs comme Lope de Vega, Tirso de Molina ou encore Calderón, donc des auteurs réellement centraux pour le théâtre de la période. Cette Commedia di Capa y Espada se définit comme une pièce à sujet galant, dont l'action se déroule en 3 jours et implique des personnages de rang social élevé, ce que le port non seulement de la cape mais aussi de l'épée connote immédiatement. L'intrigue de cette pièce est en général très embrouillée, elle regorge de coups de théâtre et d'événements tragiques. Cette comédie de cape et d'épée espagnole est ensuite importée en France où des auteurs comme Scarron, Borobert ou encore Thomas Corneille imitent les auteurs espagnols aussi bien pour les titres que pour les personnages ou pour les intrigues. C'est à la suite de cette importation de la comédie de cape et d'épée en France que l'on va ensuite identifier au cape et d'épée des drames à effet violent et à incidents tumultueux, à intrigues embrouillées, toujours donc au théâtre. Le principe de ces pièces est très simple et l'épée n'est plus seulement un marqueur social, elle sert littéralement à trancher à coups d'épée dans les situations. Par la suite, ce n'est qu'au XIXe siècle qu'on parle réellement de roman de cape et d'épée. C'est Ponson du Terrail qui entérine l'existence récente de ce genre dans le cadre du roman feuilleton qu'il pratique abondamment. Il publie en 1855, donc relativement tardivement si l'on prend l'histoire d'un genre à l'échelle de l'histoire littéraire. Il publie donc en 1855 un roman intitulé La cape et l'épée, sous-titré Épisode du règne de Henri II. Ce n'est pas à proprement parler le premier roman de cape et d'épée qu'écrit Ponson, mais c'est bien lui qui va officialiser définitivement cette étiquette de genre romanesque. Le geste d'auteur est donc très différent entre Ponson qui publie La cape et l'épée en 1855, en utilisant pour la première fois cette locution, et un autre auteur, Amédée Achard, qui publie un roman du même titre exactement, La cape et l'épée, mais 20 ans plus tard, en 1875. De la part d'Achard, il s'agit bien d'une reconnaissance de cette étiquette générique, d'une part, et d'autre part, d'un geste de positionnement dans un cadre générique précis et dans un contrat générique précis. Cependant, en tant que genre, ou plutôt en tant qu'étiquette générique, le cape et l'épée semble difficile à délimiter avec certitude, malgré ces éléments que je viens d'évoquer et qui semblent fortement unificateurs. Sarah Humbert l'explique dès l'introduction de sa thèse donc, sur le roman de cape et d'épée. Je cite, « Le roman de cape et d'épée est, dans le panorama des genres littéraires français, l'un des plus familiers, mais aussi des plus vagues. Il n'est pas difficile, en effet, d'identifier un roman comme étant de cape et d'épée. Mais il est déjà plus ardu d'expliquer pourquoi on l'identifie ainsi, et il est beaucoup plus difficile encore d'expliquer ce qui donnerait son unité à une catégorie générique rassemblant des œuvres de fait très différentes. Je prends un exemple concret, Les Trois Mousquetaires est identifié comme canon du genre, notamment du fait de son intrigue, des personnages qu'il évolue, de son cadre historique et d'un certain nombre d'éléments, mais du fait notamment de l'identité de l'auteur et du fait aussi d'un certain air de famille avec le roman d'aventure, on a une forte tendance à assimiler Les Trois Mousquetaires au conte de Monte Cristo. Pourtant, Monte Cristo, pris isolément, se définit difficilement comme un roman de cape et d'épée. On retrouve ici l'analyse de Wittgenstein sur les ressemblances de famille. Wittgenstein désigne par ce terme des ressemblances dont on ne parvient pas à établir l'élément qui crée la ressemblance. Les membres d'une même famille peuvent tous avoir ce qu'on appelle un air de famille, sans pour autant qu'on puisse déterminer ce qui fait qu'ils ont tous cet air de famille. Ce sont des traits du visage, c'est une attitude, c'est indéfinissable. Et Wittgenstein ajoute que cette ressemblance de famille se construit toujours à partir d'un des
de la famille, qui dans le cas du roman de KPDP pourrait bien être les Trois Mousquetaires. Et ce seraient donc les traits architectuels et génériques d'une œuvre, pourquoi pas les Trois Mousquetaires, qui fonderaient la ressemblance de famille du genre de KPDP. Cette confusion entre des romans qui appartiendraient et d'autres qui n'appartiendraient pas à la catégorie générique de KPDP me semble être une des particularités du genre de KPDP. Personne, par exemple, ne confondrait un roman de science-fiction avec un polar, alors même qu'ils appartiennent tous les deux à l'ensemble de la littérature populaire, et alors même qu'il leur arrive très souvent d'échanger leurs ingrédients. On peut trouver une intrigue à caractère policier dans un roman de science-fiction. Mais personne ne confondrait les deux. Si l'on prend différents éléments qui devraient normalement permettre d'identifier un genre, on s'aperçoit donc vite que le KPDP se dérobe continuellement à la définition. J'en prends trois exemples rapides. Tout d'abord, d'un point de vue chronologique. Si l'émergence du genre en tant que catégorie est un phénomène du XIXe siècle, donc je viens de l'expliquer, la production de romans de KPDP semble, elle, beaucoup plus étendue. On peut tracer une ligne presque droite entre Gauthier de Coste de la Calprenède, né en 1609 et auteur de romans fleuves que l'on peut caractériser de romans de KPDP, et Arturo Pérez Reverte qui, à partir de 1996, publie une série intitulée Les aventures du capitaine à la Triste. Deuxièmement, d'un point de vue octorial, le nom d'auteur ne représente qu'un critère imprécis pour définir ou non un roman comme étant de KPDP, et donc, par voie de conséquence, un critère non suffisant. En effet, à côté des spécialistes du genre, comme Dumas, comme Féval, comme Zémaco, on a des auteurs beaucoup plus ponctuels, voire surprenants, comme Roger Meunier ou comme Théophile Gautier. Et puis, troisièmement, d'un point de vue éditorial, là non plus, on n'arrive pas à une définition stable, puisque le mode de publication ne peut pas, lui non plus, servir de critère d'identification suffisant. Une majorité de romans de KPDP de l'époque de Zévaco et de l'ensemble du XIXe jusqu'à la fin de la Belle Époque sont publiés en feuilleton, mais le passage par le journal n'est pour autant pas du tout un circuit obligatoire, comme en atteste encore une fois Théophile Gautier ou encore Alfred de Villiers. C'est donc alors que l'on croit avoir facilement et bien défini le roman de KPDP que l'on s'aperçoit en creusant un tout petit peu qu'il se dérobe, qu'il glisse entre les doigts, comme rétif à toute rigidification et donc à toute définition trop précise. Le KPDP serait donc un genre à la fois très précis dans son cahier des charges, mais trop labile pour supporter une véritable définition fixe. Il y a donc un pari à faire, ce serait d'essayer de déterminer quel genre est le KPDP romanesque. Il y aurait, selon ce que je viens de dire, une inclassabilité fondamentale du KPDP comme genre, parce qu'il réunit des objets trop disparates, parce qu'il échoue à fonctionner comme catégorie distinctive, etc. Il y a un brouillage trop grand, en fait, entre le roman historique, le roman d'aventure, le roman picaresque, entre beaucoup trop d'étiquettes, qui attirent l'attention davantage sur le classement critique que sur les œuvres elles-mêmes. Le KPDP se situe à la jonction de nombreux genres englobant en eux-mêmes roman historique, roman d'aventure, roman sentimental, et à la jonction de genres connexes, roman exotique, roman policier, etc. Et nouvel exemple de cette labilité du roman de KPDP, si l'on prend deux autres catégories d'analyse de Jean-Marie Schaeffer, le genre endogène et le genre exogène, le KPDP partage des caractéristiques de ces deux catégories, puisque d'un côté, il correspond bel et bien à une étiquette générique instaurée a posteriori par l'histoire de la littérature, tout en étant d'un autre côté reconnu dans la conscience des auteurs et du public, sans pour autant avoir été codifié. En effet, le KPDP est une étiquette générique donc vague, mais aussi peu étudiée, peu théorisée, comme si le manque de dignité du genre et de la littérature qu'il représente autorisait à se contenter de l'expérience immédiate de la lecture. Sarah Mombert le résume ainsi, toujours dans l'introduction de sa thèse. N'ayant jamais été codifié, le roman de KPDP ne peut être défini que par l'observation de la pratique des romanciers, dont, faute de recension complète, on ne peut avoir d'image globale. Pas d'image globale donc d'un genre littéraire. Le titre même de la thèse de Sarah Mombert, Essai de définition,
montre bien que cette difficulté de définition préside toute approche du genre. On peut tout de même donc se livrer à cet exercice et tenter de définir ce que serait le genre littéraire populaire que le KPDP. On en a déjà relevé une caractéristique, mais qui était à elle propre à toute étiquette générique. Le KPDP est un genre historiquement situé que l'on ne peut séparer de son contexte d'émergence, même si cette étiquette générique n'a à aucun moment été accompagnée d'une théorisation littéraire ou d'un discours théorique. On vient de voir également donc, que le KPDP est à la fois un genre exogène et endogène, selon les catégories de Jean-Marie Schaeffer. Et on peut noter maintenant deux autres caractéristiques qui, celles-ci, sont propres au KPDP envisagé comme genre et qui découlent l'une de l'autre. Premièrement, le KPDP, je le disais tout à l'heure, ne concerne pas que le roman. Il suffit de penser au cinéma pour s'en rendre compte. Le KPDP est même l'un des genres qui semble avoir eu la plus grande capacité d'implantation dans des genres et surtout dans des médias différents. On peut penser au cinéma, mais aussi à la bande dessinée et même au jeu de rôle. Et puis, deuxièmement, le KPDP est l'un des rares genres dont le nom ne désigne pas une forme, mais un contenu. Ce contenu est bien ce qui voyage d'un genre à l'autre, d'un média à l'autre, d'une forme à l'autre, sans aucune contrainte formelle. Et c'est bien lui qui ferait l'identité du genre plus qu'une forme. Les conséquences à tirer de ces deux caractéristiques s'imposent donc d'elles-mêmes. Premièrement, l'application du mode de récit romanesque est donc véritablement un premier niveau de formatage et de standardisation, comme l'évoquait Grivel tout à l'heure, puisque le KPDP vient en quelque sorte fusionner avec une autre catégorie, celle du récit romanesque. Et deuxièmement, cette désignation d'un contenu et non d'une forme est bien ce qui donne au KPDP la capacité de s'étendre ainsi à différents médias, et son cahier des charges se définit donc par une structure de l'intrigue, par des éléments de récit, bien plus que par ce que l'on pourrait appeler normalement une forme littéraire. On peut donc tenter une définition ou une typologie par le contenu pour voir si le KPDP serait alors moins rétif à la définition que l'étiquette générique en elle-même prise de l'extérieur. Je reprends ici l'analyse de René Herguillot qui se base sur un contenu à trois objets qui est tiré du nom de genre lui-même, la cape, l'épée, auquel il ajoute le cheval. On le voit bien, il s'agit ici de définir les contours d'un contenu qui passe ici par le biais d'attributs fondamentaux et non pas de définir une forme. J'insiste sur cette idée. Je vais évidemment m'appuyer sur des exemples littéraires, mais je me suis aussi amusée à retrouver les marqueurs que je vais lister sur cette affiche, qui est donc l'affiche du Capitaine Fracasse avec Jean Marais. C'est une manière d'illustrer le transfert de ce contenu d'un média à l'autre. Premièrement donc, la cape, qui logiquement est le premier de ses attributs, puisqu'elle vient en premier dans le nom du genre. La cape est un attribut d'ordre vestimentaire, elle tire derrière elle tous les autres attributs vestimentaires, au premier rang desquels le chapeau à plumes et les hautes bottes à retroussis. Alors Jean Marais a enlevé son chapeau dans la scène qui est reproduite sur l'affiche, mais il avait bien un chapeau à plumes dans ce film. Et vous voyez bien qu'il a les magnifiques bottes de circonstance. On ne voit pas l'affiche en fait, on la voit sur le matin. Depuis tout à l'heure? Ah bah oui. Mais alors ça ne marche pas, mais il fallait me dire plus tôt. On est tout là censé savoir que c'est. Si, moi je vous demande des trucs depuis tout à l'heure. Mais comment ça se fait? Pourtant j'ai bien cru le voir tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. C'est très très étrange la technologie. Bon, donc c'est cette affiche, le Capitaine Fracasse. Donc vous voyez, il a enlevé son chapeau à plumes, mais il a bien sa cape et il a les grandes bottes. Et pardon du coup pour tout ce que vous aurez loupé. Pourtant il me semblait bien avoir vérifié, il fallait me prévenir. Je suis navrée. Donc la cape, qui est donc d'ordre vestimentaire et qui entraîne avec elle tout le code vestimentaire du héros de KPDP. On peut se demander tout de même pourquoi la cape. Après tout, c'est un vêtement extrêmement simple. C'est celui qui, selon l'expression n'avoir que la cape et l'épée, vous reste quand vous avez perdu tout le reste, les velours et les brocarts. Plusieurs éléments peuvent expliquer son importance. Le premier est d'origine historique, on peut dire de l'histoire du vêtement.
c'est de simples manteaux à capuchon destinés à protéger de la pluie. La cape est progressivement devenue un attribut et surtout un outil militaire. Je m'autorise ici une petite incursion chez Arturo Pérez Reverte dans le premier volume des aventures du capitaine à la Triste. Donc cette fois-ci, vous voyez ma citation, parce que depuis tout à l'heure, je vous projette les citations. C'est bien, puisque les belles images sont vers la fin de la présentation, vous aurez le meilleur. Donc, la citation du capitaine à la Triste: « Nous étions en mars et les nuits étaient fraîches, mais la cape avait aussi une autre utilité, dans ce Madrid rempli de dangers, aux rues étroites et mal éclairées. Une cape était fort pratique quand il fallait se battre à l'arme blanche. En travers de la poitrine ou enroulée sur le bras gauche, elle servait de bouclier pour parer les coups de l'adversaire. Jetée sur la lame de l'ennemi, elle pouvait le gêner, le temps d'arranger une botte. La cape est donc à la fois une arme indispensable et un élément protecteur. Protecteur au sens fort du terme, puisque par exemple, lorsque le chevalier de la Gardère emporte l'enfant du duc de Nevers, c'est dans sa cape qu'il l'enveloppe le long du voyage. Attribut protecteur donc pour celui qui la porte comme pour ceux dont il les couvre. La cape est aussi un attribut mystérieux. Quand on s'en couvre le visage, elle peut faire office de masque et surtout, elle permet de se fondre dans la nuit. C'est bien de la cape qu'Amédée Achard, l'auteur du roman dont je parlais tout à l'heure, La cape et l'épée, c'est donc bien de la cape qu'il parle lorsqu'il écrit « On ne meurt élégamment que dans ce costume-là, un long manteau couleur de muraille ». Couleur de muraille donc qui permet de se fondre dans les murs quand on marche le soir. D'ordre vestimentaire donc, les pièces essentielles du costume du bretteur, la cape est donc le complément indispensable de l'épée, et tout comme l'épée, elle sert à la superbe du personnage et à la construction de son stéréotype visuel. J'en viens donc à l'épée qui est très représentée sur l'affiche, puisqu'il y a celle que tient Jean Marais et les deux qui servent de cadre inférieur à l'affiche. L'épée est symbole, entre autres, de vertu, de courage, de noblesse et de passage à l'âge d'homme, puisque c'est par elle que l'on devient chevalier. La symbolique de l'épée est très chargée, beaucoup plus et beaucoup plus ancienne que celle de la cape. Je le disais tout à l'heure à propos de la comédie espagnole, l'épée sert à trancher littéralement la situation. Elle se met au service d'une cause, bonne ou mauvaise d'ailleurs, puisque les méchants aussi sont pourvus d'épée dans les romans Cape et d'épée. Le rapport à l'épée est très important. Contrairement à la cape, qui demeure une pièce de tissu, un simple vêtement inanimé, on parle de son épée, de sa bonne épée, de sa fine épée, de sa fidèle compagne. On parle parfois à son épée en lui demandant protection, courage, rapidité et force. Et bien souvent, l'épée porte un nom. Certains noms d'épées sont restés célèbres. On peut penser à Joyeuse, à Durandal, à Hauteclair, et j'en passe. On trouve tous ces éléments, par exemple, dans la première apparition du chevalier de Pardaillan, qui est l'un des principaux personnages de Michel Zévaco. Sa rapière s'appelle Giboulet, je vous laisse deviner pourquoi. Elle semble douée de vie lorsqu'il la sort de son fourreau, et elle lui est donnée par son père, lorsque celui-ci l'en juge digne, en une véritable scène d'adoubement. Donc tout d'abord pour Giboulet elle-même. Giboulet elle-même, simple tige d'acier, devenait un être au point de Pardaillan, un être frétillant, rapide, vertigineux, sifflant, sonnant, ayant un véritable langage. Giboulet non seulement est animé, mais Giboulet parle et agit. Et puis donc la fameuse scène d'adoubement par Giboulet. Je vous laisse, Giboulet, ajouta Pardaillan, qui jeta un regard caressant sur une longue rapière accrochée au mur. Il la prit et ceignit lui-même le cuir verni autour des reins de son fils. Là, vous voilà chevalier pour de bon maintenant. Et, avec le ton d'un roi armant un chevalier, il prononça la formule, mais en la modifiant ainsi. Soyez fort contre vous-même, fort contre les femmes, fort contre les hommes. Giboulet vous aidera. C'est un ami qui ne trahira pas, une maîtresse à jamais fidèle. Giboulet a donc toutes les qualités que l'on ne peut pas trouver chez un être humain, homme ou femme, puisqu'elle est un ami qui ne trahit pas et une maîtresse fidèle. Article très rare en magasin. Indispensable attribut du véritable chevalier, l'épée est l'opposé de la dague. Moins noble que l'épée, la dague est en effet une arme de combat rapproché, mais surtout une arme de tueur professionnel. C'est l'arme de l'assassinat. Bien souvent, lors d'un combat dont la loyauté est douteuse, l'un des combattants tire sa dague et peut ainsi avoir raison d'un adversaire qui l'aurait normalement dominé en combat loyal.
On peut remarquer que sur la fiche que j'ai choisie, Jean Marais a une dague dans l'autre main, mais quand on est un héros de roman de KPDP, on ne se sert d'une dague que dans 2 situations. Lorsque son adversaire a déjà dégagé les siennes et qu'il se trouve donc avec 2 lames contre votre épée, ou alors lorsqu'on a affaire à plusieurs adversaires simultanément, ce qui est le cas de Jean Marais dans cette scène. Autrement dit, on ne se sert de la dague que lorsque la situation de combat loyal est compromise. J'en viens au 3e attribut indispensable. Celui-ci ne figure pas dans la formule de KPDP, mais René Gargillo a, je crois, toutes les raisons du monde de l'ajouter au contenu qui fonde le KPDP. Le cheval, on en voit un tout petit entre les jambes de Jean Marais. Et pour information, c'est Jean Marais emportant sur... pardon, pas Jean Marais, Gérard Marais, le grand vilain Valambreuse, emportant sur son cheval la pauvre Isabelle. Le roman de KPDP est, en un sens, l'héritier du roman de chevalerie. La chevauchée et le cheval y tiennent donc une place très importante, au point de figurer parfois dans le titre des romans. On peut penser par exemple au Chevauché de Lagardère de Paul Féval fils. Roman qui d'ailleurs commence par une chevauchée très très longue, une folle poursuite, au cours de laquelle le cheval de Lagardère meurt d'épuisement sous les éperons de son cavalier. Le cheval sert à tout. Il sert pour les combats, il sert l'intrigue, et il sert, très important, les histoires d'amour, puisqu'il permet d'enlever la belle ou de la rejoindre, et il est aussi le garant de l'indépendance du chevalier, puisqu'il lui offre la liberté de se déplacer et de parcourir de longues distances à bride abattue. Il est aussi symbolique. Dans Les Trois Mousquetaires, par exemple, le cheval est le cadeau que son père fait à D'Artagnan au départ de son voyage initiatique, et ce cheval ridicule est ce qui lui donne pour la première fois l'occasion de tirer l'épée lorsqu'on se moque de lui. Cet épisode où D'Artagnan se combat contre le ridicule de son cheval, en quelque sorte, illustre bien le lien essentiel du cheval avec la cape et avec l'épée. Chez Pardaillan aussi, le cheval est l'un de ses premiers attributs. Zévaco le présente dans le même passage que celui où il parle de Giboulet qu'on a vu tout à l'heure, passage qui est l'introduction de son personnage. Donc deux citations. Tout d'abord, l'introduction de Galaor dans la présentation de Pardaillan. Donc, le chevalier de Pardaillan, hormis sa santé, sa force et son élégance, ne possédait rien au monde. Ou plutôt, nous nous trompons. Il possédait Galaor, il possédait Pipeau, il possédait Giboulet. Qu'est-ce que Galaor? Un cheval. Et pour information, Pipeau est un chien, puisque à la cape, l'épée et au cheval, Zévaco ajoute le chien. Je pense que je n'aurai pas le temps d'en parler, mais c'est une sorte de dédoublement de la présence animale autour du chevalier, et surtout avec une autre symbolique qui cette fois est celle de la fidélité, et aussi dans le cas de Pardaillan, de l'enquête, puisque Pipeau est le personnage qui arrive à sortir Pardaillan de la Bastille. Et donc Pardaillan possède ces 3 choses, plus précieuses que n'importe quel trésor, et surtout ce cheval, par son nom même, l'inscrit comme héritier du roman de chevalerie, et surtout du héros du roman de chevalerie, puisque Galaor est en fait le nom du frère d'Amadis de Gaulle, le fameux héros du roman de chevalerie espagnol du XVIe siècle. Et ces liens entre Galaor, le cheval de Pardaillan, et Amadis de Gaulle est explicité par Zévaco dans la scène où Pardaillan reçoit en cadeau Galaor d'un homme qui l'a sauvé d'un attentat. Acceptez au moins un souvenir de cette rencontre, la monture que mon domestique tient en main. Galaor est le meilleur cheval de mes écuries. Et puis, il a un nom qui vous plaira, puisque vous vous conduisez en véritable Galaor. Le lien entre Galaor, cette fois-ci non plus le cheval, mais bien le chevalier, est explicite ici, entre donc le chevalier et Pardaillan, qui en est l'héritier symbolique. On a donc 3 éléments de définition du genre par le contenu, mais malgré ces 3 éléments, on voit bien que cette définition n'est pas satisfaisante dans la mesure où elle n'est pas suffisante. Beaucoup de romans réunissent ces éléments sans pour autant être considérés comme des romans de KPDP, et à l'inverse, un roman comme Le Comte de Monte Cristo, dont je disais tout à l'heure qu'il était souvent assimilé par air de famille au KPDP, ne comporte pas ces 3 éléments. On peut donc conclure cette expérience de définition par l'idée suivante: le KPDP est donc bien un mauvais genre.
au sens où on peut considérer qu'il ne répond réellement à aucune définition du genre littéraire, mais qu'il emprunte à plusieurs. Et c'est ce que je vais essayer de voir maintenant, en prenant cette fois-ci plus précisément appui dans les romans de Zévaco. Rapidement, donc, je vais essayer de traverser l'œuvre de Zévaco pour prendre des exemples concrets à l'appui de cette idée. Le genre de KPDP est un genre fondamentalement hybride, et c'est en partie pour cela qu'il se dérobe à toute définition et à toute étiquette générique stable. René Gargillo, dans son article, faisait une proposition dans ce sens, après la liste de ces 3 éléments de définition. Nous dirons donc que le roman de KPDP est un genre hybride dans lequel fusionnent 3 genres de la littérature populaire, le roman historique, le roman d'aventure et le roman sentimental. Genre hybride, le KPDP l'est à coup sûr, et à mon avis, la proposition de René Gargillo est ici très fine. Mais je pense que le KPDP fait bien plus que fusionner ces 3 genres, déjà bien délimités en eux-mêmes, trop larges pour être une véritable catégorie très stricte, que cite René Gargillo. C'est pourquoi je vais vous proposer, pour finir, d'explorer avec Zévaco 3 registres, 3 autres codes génériques qui fusionnent heureusement avec le KPDP sous sa plume. Je vais prendre comme exemple le fantastique, la science-fiction et le policier. Alors même qu'au premier coup d'œil, en fait, il pourrait sembler que Zévaco applique dans ses romans à la lettre la recette du roman de KPDP, à savoir la cape, l'épée et le cheval. On a déjà croisé Pardaillan à plusieurs reprises lorsqu'on passait en revue ces 3 éléments, et en effet, le personnage qui est à la fois le plus emblématique et le plus abouti de Zévaco, Pardaillan donc, semble répondre très précisément à toutes les exigences du cahier des charges de KPDP. On peut lire par exemple sa toute première description, pour s'en rendre compte, c'est donc avant l'introduction de Galaor, Giboulet et Picot. Jean de Pardaillan, disons-nous, était un pauvre hère, un sans le sou. C'était un jeune homme d'une vingtaine d'années, grand, mince, flexible comme une épée vivante. Été comme hiver, on le voyait vêtu du même costume de velours gris. Il ne portait pas la toque, mais une sorte de chapeau rond, en feutre gris, ce genre de chapeau qu'Henri III devait plus tard mettre à la mode et dont Pardaillan fut sans aucun doute l'inventeur. À ce chapeau s'accrochait une plume de coq rouge qui chatoyait au soleil et lui donnait crâne allure. Ses bottes, en peau gris de souris, modelant la jambe fine et nerveuse, montaient aux cuisses presque jusqu'au haut de chausse. Le talon soutenait des éperons formidables. Au ceinturon de cuir éraillé et raflé pendait une rapière démesurée. Et lorsque, des éperons, l'œil montait à cette rapière, de cette rapière à la large poitrine, serrée dans un pourpoint rapiécé, de la poitrine aux moustaches hérissées, des moustaches aux yeux flamboyants, et enfin des yeux au chapeau posé sur l'oreille, en bataille, les hommes gardaient de cet ensemble une impression de force qui leur inspirait instantanément un respect non dissimulé, les femmes une impression d'élégance et de beauté du diable, que plus d'une avait de la peine à dissimuler. Une belle prestance, un visage juvénile dont les yeux lancent des flammes de colère ou de passion, une attitude de matamore qui a le droit de l'être, un geste souple, sobre, expressif, des lèvres fines, un sourire très doux et très tendre, sous le hérissement provocateur de la moustache. Voilà ce qu'on voyait de Pardaillan. Il me semble qu'avec cette description, si l'on ajoute juste derrière l'épée, le cheval et le chien, on a le héros parfait du stéréotype de KPDP. On peut remarquer l'insistance notamment sur la moustache. J'espère que vous avez apprécié les yeux de la moustache. La moustache, c'est un élément très important que je me permettrais presque d'ajouter comme 4e élément de définition. Notamment chez Zévaco, la moustache, c'est très important. C'est un fait, je pense, culturel, puisque les moustaches, c'est vraiment un point d'honneur à la belle époque, pour tous les hommes qui se respectent. Et la moustache, en croc, comme on l'appelle, ajoute en fait à la dimension combattante du cavalier, du chevalier. Et puis on a tout, on a la plume de coq, on a les grandes bottes, le haut de chausse, le pourpoint, tous les éléments qui, sans être forcément à citer nécessairement, sont tirés par la cape dans tout le code vestimentaire du chevalier de KPDP. Au-delà du seul personnage de Pardaillan, on peut s'arrêter un moment sur la composition des romans et faire le même constat. On répond parfaitement au cahier des charges. On se situe, du point de vue des intrigues, dans un cadre historique, différent à chaque fois. On va de Louis le Hutin à Louis XV, en une sorte de traversée de l'histoire de France.
La composante historique du roman de KPDP est donc scrupuleusement respectée. Quant aux intrigues elles-mêmes, elles semblent enfiler comme des perles les incontournables du genre, comme si Zévaco avait parfaitement intégré le modèle dont son lectorat et ou son éditeur attend qu'il le reproduise, à la fois toujours le même et jamais à l'identique. On trouve ainsi, par exemple, l'enlèvement de la jeune fille, son sauvetage par le chevalier, d'innombrables duels de fin avec d'innombrables ennemis jurés qui peuvent être très très nombreux dans le cas de Pardaillan, et de nombreuses scènes qui ont fait le succès du genre une fois transposées au cinéma. Par exemple, lorsque, dans Le Capitaine de Nebel, Jean Marais traverse la fenêtre du palais de Concini accroché à un lustre et saute sur son cheval qui, bien sûr, l'attendait sous la bonne fenêtre, ou encore dans, cette fois-ci, Le Chevalier de Pardaillan de Bernard Borderie, lorsque Gérard Barré combat debout sur une roulotte pour défendre une jeune bohémienne qu'on veut enlever, et qu'il détruit méthodiquement la roulotte, planche à planche, à fur et à mesure qu'il fait passer les ennemis au travers. Voilà donc ce qu'on pourrait dire de Zévaco si l'on s'en tient à se rapprocher de l'horizon de ses romans, tour d'horizon qu'on peut même effectuer sans avoir lu un seul de ses romans. C'est donc un parfait produit du cahier des charges du genre de KPDP, entendu comme genre prescriptif. Mais, il y a un mais, forcément, la lecture attentive et surtout la lecture suspicieuse, car il faut toujours être un lecteur soupçonneux, révèle bien que les choses ne sont pas si simples. Se pose tout d'abord une première question. Je ne vais pas m'étendre sur cette première question car c'est un véritable serpent qui se mord la queue. Mais cette question est la suivante: y a-t-il bien un cahier des charges aussi précis que cela? Et ce dernier peut-il vraiment correspondre à tous les romans de Zévaco? En parcourant quelques romans, on se rend compte que la réponse est non, pas tout à fait. On pourrait fournir de chaque roman un bref descriptif qui s'éloigne parfois beaucoup du KPDP stéréotypé tel que je viens de l'esquisser. Par exemple, Triboulet, dont le cadre est la cour des miracles et qui a pour thème l'amour incestueux de François Ier pour sa fille naturelle adoptée par Triboulet. Ça aurait été dommage que vous ne voyiez pas les belles couvertures d'origine quand même. Ou encore Borgia, qui a pour cadre les intrigues et les complots de cour à la cour des Borgia, tous plus vicieux les uns que les autres. Ou encore, dernier exemple, Le Pont des Soupirs, réécriture du Comte de Monte Cristo, qui raconte la vengeance d'un homme suite à un jugement unique qui a détruit sa famille, etc. On pourrait multiplier les exemples. Plus intéressante se pose la question du mélange des genres. Tous ces romans, en fait, laissent au lecteur l'impression qu'il est en train de lire un roman de KPDP, et pourtant tous mêlent des éléments génériques très différents, voire même normalement hétérogènes. Zévaco est en fait foncièrement en état limite en ce qui concerne le genre. Il est à la fois parfaitement dans les clous d'une étiquette générique imposée a posteriori et totalement en dehors de cette étiquette. J'en prends rapidement quelques exemples, comme je vous l'avais promis, sur cette question des registres et de ce que ces registres impliquent en termes d'éléments d'intrigue. À de nombreuses reprises, en effet, les romans de Zévaco frôlent d'autres registres, d'autres tonalités, qui pourtant devraient, selon la logique du schéma codifié des genres populaires, prescriptifs et imperméables les uns aux autres, correspondre à d'autres genres, et donc à d'autres cahiers des charges, et ne pas venir imprégner le roman de KPDP. J'ai donc annoncé 3 exemples, le fantastique, la science-fiction et le policier. Le fantastique, tout d'abord, qui est particulièrement perceptible dans le roman Don Juan, qui est donc une réécriture du fameux mythe. Et pour la petite histoire, Zévaco, qui était un anti-clérical convaincu, a écrit ici une version rationnelle et scientifique du mythe de Don Juan, dans laquelle il propose une explication rationnelle et scientifique de tous les épisodes, la statue du commandeur, et ainsi de suite. Et donc, il se sert de ce mythe pour établir une atmosphère véritablement fantastique, avec des éléments d'intrigue fantastiques. Rien que dans les 20 ou 30 premières pages du roman, on a plusieurs éléments dans ce sens. Le commandeur entend la voix de sa fille aînée, qui pourtant est à des kilomètres de lui, l'appeler au secours, et il a la prémonition qu'un danger la menace, alors même que Don Juan est en train de lui proposer de l'épouser alors qu'il est déjà marié. Quelques pages plus loin, Don Juan, acculé par 4 hommes qui veulent le tuer, se retrouve face à une table vivante. Vous allez voir.
Et un peu plus loin enfin, Léonore, la seconde fille du commandeur, parle d'une voix grave qui n'est pas la sienne et prophétise la célèbre fin du séducteur: tu mourras dans l'étreinte du commandeur. À titre d'exemple, donc, le passage de la table vivante, qui était assez extraordinaire. Tout à coup, ils se mirent en marche, donc les 4 hommes qui veulent tuer Don Juan, ils se mettent en marche vers lui. Et la stupeur les pétrifia. Là, derrière eux, un fracas, un retentissant fracas. Verres, cristaux se brisent, assiettes, flacons s'entrechoquent. Tout le service de la table roule, s'écroule. Une même impulsion les retourna. Et ils virent, effarés d'horreur, ils virent, oui, de leurs yeux, bien éveillés, tous les 4, ils virent que la table se dressait debout. Toute debout dressée sur 2 de ses pieds, dressée d'un air farouche, cabrée comme une furieuse cavale. Elle retomba sur ses pieds de devant pesamment, se redressa, retomba, frappa des pieds à coups redoublés, frappa comme Piaf la cavale. Soudain elle se tint tranquille. On eût dit un être qui souffle pour un nouvel effort. La table finit par les charger, mais heureusement ils s'en sortent en passant par la fenêtre et ils finissent tous cloués au lit par une fièvre cérébrale pour 3 semaines. Sauf Don Juan qui a une capacité cérébrale beaucoup plus forte à résister à ces problèmes. Mais, humour mis à part, c'est une progression véritablement fantastique qu'offre ici la narration. On a la perception étonnée du phénomène, avant sa reconnaissance visuelle, avec une insistance sur la réalité de cette vision, puis une description abondante du fait surnaturel, en soulignant tout ce qu'il a de parfaitement impossible et de totalement réel. Comme l'indique bien la dernière phrase de la citation, on eût dit un être qui souffle. On a donc bien ici la définition même du fantastique par l'hésitation qu'il produit entre le naturel et le surnaturel, entre l'irrationnel et le rationnel. D'ailleurs, dans chacun des cas, le personnage à qui cela arrive trouve une explication insatisfaisante, mais dont il décide de se satisfaire pour protéger sa raison. Par exemple, le commandeur se rassure en pensant avoir rêvé et ne pas avoir véritablement entendu la voix de sa fille, et Don Juan, à la suite de cet épisode, se persuade qu'il avait eu un peu de fièvre et qu'il avait halluciné, tout simplement. Le roman tout entier et la réécriture du mythe, donc comme je vous le disais, rationnel que Zévaco propose, repose sur cette incertitude entre fantastique et rationnel, et dans le cas de Zévaco, en plus de ça, entre religieux et rationnel. On a bien là un roman de KPDP construit en roman fantastique. Deuxième registre, deuxième étiquette générique, donc la science-fiction. Même si, il faut que je commence par prendre une précaution oratoire, l'emploi du terme science-fiction est ici parfaitement anachronique, bien sûr. Il faudrait parler, comme on le faisait à l'époque, et comme par exemple pour les romans de Jules Verne, de merveilleux scientifiques. Ou alors, expression que Jules Verne a copyrightée, de voyages extraordinaires. Il existe de nombreuses ramifications de la science-fiction, et donc pour ne pas risquer de controverse à ce sujet, je me limite à une définition la plus basique et la plus large possible de la science-fiction, comme genre narratif, où se déroulent des faits impossibles ou non avérés, en fonction de l'état actuel de la civilisation et de la science. En général, il s'agit de la civilisation et de la science de l'époque de l'auteur. Et là, une fois encore, il y aurait plusieurs romans de Zévaco qui pourraient correspondre parfaitement à cette définition. Nostradamus, par exemple, serait un excellent exemple, mais avec la figure de Nostradamus pourraient venir toutes les figures de sorciers qui abondent chez Zévaco, comme par exemple le comte de Saint-Germain, qui est un puissant magnétiseur capable de plier n'importe quel homme à sa volonté par la seule puissance de son esprit. Mais je m'attarde à un autre exemple qui est très utile ici dans le cas de la science-fiction, qui est celui d'un roman beaucoup moins connu, qui est l'Hôtel Symbole, et qui a lui aussi une figure de sorcier qui s'appelle Saitano. Cet exemple de Saitano est opératoire ici, car en fait la pratique de sorcellerie de Saitano, que lui n'appellerait pas du tout sorcellerie justement, mais qu'il appellerait science, repose sur de véritables explications techniques, qui, si elles ne tiennent pas debout dans la réalité, sont censées être rationnelles dans le cadre de vraisemblance du roman. Saitano cherche à redonner la vie aux morts par un transfert de sang. Lorsqu'il ressuscite au début du roman le jeune Hardy de Passavant, qui est un enfant à l'époque, qui va donc pouvoir vivre la suite du roman parce que Saitano le ressuscite, lorsqu'il le ressuscite, donc il transfère en quelque sorte la vie de 3 enfants vivants
dans l'enfant mort qu'est Hardy de Passavant à ce moment-là et qu'il parvient à ranimer. Voilà le passage qui précède l'opération. « Ne criez pas ainsi, leur dit-il. Vous ne pouvez me faire ni pitié ni peur. J'ai un nom qui exclut tout sentiment humain. Je m'appelle Science. Or, la science possède une logique implacable. Qu'est-ce que la science? La conquête de la vie. La logique suprême, c'est la conquête de la vie absolue. Le grand œuvre, la vie sans fin, l'éternité. Je vais, dit Saitano d'une voix étrange et tremblante, je vais mêler votre sang vivant, goutte à goutte, au sang de ce mort. Assez, allons, au travail. Commençons par ouvrir le cœur de l'enfant mort. On peut noter au passage que la définition de la science-fiction que j'ai faite tout à l'heure, à la réalisation de faits impossibles dans le présent, est doublement intéressante ici, parce que les faits présentés sont non seulement impossibles à l'époque où Zévaco écrit, le début du XXe siècle, mais ils sont également impossibles à l'époque historique où se déroule le roman, ici l'époque de Jean Sampeur. Là où le roman de science-fiction a tendance à transposer dans le futur des faits qui seraient impossibles à l'époque de l'écriture, ici cet usage de la science-fiction projette dans le passé avec un effet assez intéressant. Saitano est en fait doublement en avance sur le passé et sur son propre futur. J'en viens donc au troisième registre, à la troisième étiquette générique que l'on peut essayer de retrouver dans le KPDP, le policier. Dans le cas de Zévaco, il n'est pas très étonnant de trouver des porosités avec le genre policier, puisque Zévaco a lui-même écrit quelques rares romans dits policiers, comme L'Ombre fatale que vous avez vu passer, et sa suite Le Train rouge, et aussi comme d'autres romans comme Fleur de Paris. On retrouve les modalités d'une enquête, on retrouve un personnage qui pourrait être plus ou moins assimilé à un détective à plusieurs reprises, notamment lorsqu'il s'agit de retrouver un personnage kidnappé. Et ce personnage n'est pas toujours une jeune femme, je précise en passant. C'est par exemple l'enquête désespérée que mène Pardaillan pour retrouver son amoureuse Loïse dans les premiers volumes de Pardaillan, mais c'est aussi l'enquête que mène Ragastins pour retrouver son fils enlevé des années auparavant dans Triboulet. Enquête qui se double de l'enquête menée par Ragastins, cette fois-ci père et fils, une fois le fils retrouvé, pour retrouver cette fois-ci la fille de Triboulet enlevée par François Ier. Et donc je prends comme exemple l'enquête menée par Ragastins et sa femme pour essayer de retrouver leur fils, qui leur a été enlevé lorsqu'il était tout enfant, et nous sommes donc une quinzaine d'années après l'enlèvement. Pendant 20 ans, elle avait fouillé toute l'Italie, semant l'or, tandis que Ragastins, l'époux de son cœur, courait les pires aventures pour trouver un renseignement, une piste. Finalement, sur un propos vague tenu par un bohémien dans un cabaret de Naples, ils étaient venus à Paris. Ils avaient recommencé leurs recherches. Un peu plus loin, Ragastins vient rendre compte à sa femme des résultats de ses recherches du jour. Ce matin, je suis revenue vers la cour des miracles. Je ne sais ce qui m'attire de ce côté. Si notre fils est à Paris, il me semble que c'est là que je le trouverai. C'est là que le bohémien de Naples l'avait vu. Là qu'il avait vu un jeune homme dont il ne savait pas le nom et que l'on disait être un enfant volé. J'ai battu avec Spadacap toutes les rues environnantes, m'asseyant dans toutes les tavernes, causant, interrogeant. Demain, je reviendrai, et dussé-je fouiller toutes les maisons les unes après les autres, je saurai qui appelait Manfred. On a bien ici une véritable démarche d'enquête, avec l'installation dans chaque cabaret du coin, l'interrogation des poivrons locaux, et toute la démarche de fouille, non seulement géographique, mais réellement sociale, puisqu'on va jusqu'à la cour des miracles pour tenter de retrouver Manfred. Et en passant, pour finir, on peut remarquer que cette porosité entre les genres, entre les registres et entre les éléments d'intrigue fonctionne dans les deux sens. C'est une forme d'ouverture. Finalement, on peut se dire que le KPDP n'est peut-être pas le seul genre populaire à qui on pourrait appliquer cette idée que c'est un genre hybride. Mais on retrouve dans les romans policiers de Zévaco des parentés avec le KPDP. Par exemple, avec Le Train rouge, qui est donc la suite de L'Ombre fatale et qui techniquement n'est pas encore sorti, mais dans 3 semaines ce sera fait. C'est donc un roman de jeunesse, le deuxième roman qu'il a écrit à la suite de L'Ombre fatale. Et il y a une scène où le peintre Pierre, qui est sur la couverture, se bat en duel avec le chef d'une organisation de malfaiteurs qui cherche à enlever sa fiancée qui porte le nom d'Églantine. L'enlèvement d'Églantine échoue
Et on a dans la scène qui suit une sorte de condensé de tous les éléments canoniques du duel entre le traître et le jeune chevalier. Le traître abandonnant son arme, le traître faisant valoir qu'il n'a pas d'arme, le jeune premier abandonnant son arme pour se mettre au niveau de son adversaire, qui lui prépare en fait une trahison supplémentaire. Et vous l'avez deviné, on revient à la dague. Je lis donc le passage. À nous deux, dit à son tour Pierre. Oh, Philantal, je n'ai pas de revolver, moi. Je pourrais vous tuer comme un chien. Vous vous êtes introduit ici par escalade, suivi d'effraction. Je serai dans mon droit. Gardez ceci, ajouta-t-il en tendant son revolver à Monsieur Jean. Ah, Philantal, qui ne put retenir un soupir de soulagement. Vous méritez une correction, mon drôle, dit Pierre, et vous l'aurez. C'est ce que nous verrons. Chouette, pensa Moucheron, ils vont se cogner, on va bien rigoler. Pierre fit un pas vers Lantal qui s'était ramassé sur lui-même dans la position du boxeur. Au moment où Pierre s'apprêtait à le saisir à bras le corps, Lantal leva la main. Une lame brilla. D'où l'avait-il sorti? La lame s'abattit en sifflant. On retrouve donc, je vous le disais, la dague traîtresse, et on pourrait parfaitement réutiliser l'analyse que je faisais avec la dague et l'épée tout à l'heure. Pierre dépose noblement son pistolet, avatar moderne de l'épée chevaleresque, pour se mettre au niveau de son adversaire, et tout cela pour recevoir un coup de dague traîtresse, l'arme du corps à corps et de l'assassin. Au-delà de cette analyse de la dague, on a bien là vraiment la scène typique du héros de KPDP qui vient se mettre en travers de l'enlèvement de son héroïne. Et ce genre de transfert, évidemment, n'est pas plus étonnant que ça de la part d'un auteur qui a fait du roman de KPDP une de ses spécialités. Mais à l'époque du Train Rouge, Zévaco n'a pas encore écrit une seule ligne de KPDP. Il y a donc bien une espèce de transfert d'imaginaire du KPDP dans le policier, de la même manière qu'il y a une espèce de transfert générique, de transfert d'imaginaire et de transfert d'éléments d'intrigue dans le cas du fantastique, de la science-fiction et du policier qui viennent d'infuser le roman de KPDP. J'en viens donc à la fin. J'ai voulu me servir ici de Zévaco comme témoin privilégié du caractère essentiellement métissé et hybride du genre populaire et me servir du KPDP comme terrain parfaitement propice à cette hybridation. Mais comme je le disais tout à l'heure, le KPDP n'est peut-être pas le seul genre qui puisse ainsi mériter cette analyse d'hybridation. S'il y a genre dans le cadre du KPDP, c'est donc à la fois comme système d'écriture qui permet au lecteur l'identification de sa lecture comme de KPDP et comme lieu d'hybridation qui permet en même temps que l'identification de cette lecture une ouverture essentielle de cette identification. De ce point de vue, le KPDP est donc bien un mauvais genre, c'est-à-dire un genre qui ne colle pas à son étiquette, qui détourne son cahier des charges et qui se dérobe à la typologie. Ce n'est pas un mauvais genre dans le sens où il n'a pas de valeur littéraire, cette question-là, je ne souhaite pas l'aborder. Et au fond, cette question du mauvais genre qui se dérobe à la définition soulève une autre question, et je terminerai donc sur une question ouverte. Finalement, n'est-ce pas, au fond, ce que l'on attend d'un genre que de ne jamais rester figé en lui-même et de toujours dépasser ce que la critique fait de lui? Voilà, j'ai fini. Donc je suis preneuse de toutes vos questions, si vous en avez, et de toutes vos remarques. Et après ça, je vous propose, pour ceux qui veulent, d'aller boire un verre. Voilà. Bon, évidemment, quand il y aura un intervenant, je serai en charge de la première question, qui sera très difficile. Mais là, si vous en avez, il va falloir que quelqu'un se dévoue. Et si vous n'en avez pas, ça ne me gêne pas. Du coup, j'ai une question. Par rapport au genre, il y a un élément de définition qui peut être la fin heureuse ou malheureuse. Et du coup, je me pose la question comme ça qui me vient sur ces romans de KPDP. Est-ce qu'il y aurait ce... Est-ce que c'est un facteur de définition ou pas? Ou est-ce que c'est très variable? Ou est-ce que ça c'est en dehors de... Alors pour le KPDP, en général, je crois que je ne suis pas en état de répondre, n'ayant pas lu la totalité. Non, mais Zévaco, bien sûr. Ça n'est à mon avis pas un critère. Et étant donné c'est variable. Il y a des fins heureuses
les autres romans plutôt policiers. Mais même là, même dans les romans policiers, Fleur de Paris se finit très très tragiquement, presque tout le monde est mort, et ceux qui ne sont pas morts partent aux États-Unis pour essayer d'oublier. Il y a vraiment des fins pas heureuses du tout, qui, à mon avis, font que ça ne peut pas être un élément de définition en ce qui concerne Zévaco. Mais la fin heureuse est un peu un des passages obligés du roman populaire tel que l'a pratiqué Zévaco. Je pense que si ça peut être un élément de définition, ça serait plutôt un élément de définition du roman populaire, peut-être plus généralement. Merci. Vous avez donc tous soif. Oui, vous avez expliqué que le roman de KPDP était issu d'un autre genre littéraire qui était la comédie espagnole de KPDP. Est-ce qu'on peut dire que ce roman de KPDP, c'est un genre littéraire français? Est-ce qu'il y en a des exemples? Est-ce que ça a essaimé ailleurs en France? Alors là, on va toucher à une des limites de mes connaissances, donc je ne suis pas sûre de pouvoir répondre à 100% à cette question. Il ne me semble pas que ce soit une spécialité totalement française, mais il me semble quand même que ça fait partie des particularités du roman populaire français que d'avoir une telle production de KPDP. Et si on regarde bien, la même chose se retrouve un peu dans le cinéma. À part quelques adaptations des Trois Mousquetaires, on a très très peu de KPDP dans le cinéma hollywoodien. Alors que, le prisonnier de Zenda. Voilà, mais le prisonnier de Zenda fait partie de ces films où, un peu comme Monte Cristo, c'est quand même très complexe de définir le prisonnier de Zenda comme un film de KPDP. Zorro, Robin des Bois. Robin des Bois, mais tout ça, c'est des éléments. On touche là à des récits qui mêlent trop les genres pour pouvoir être uniquement considérés comme de KPDP. Zenda, c'est aussi un roman d'aventure, c'est presque un roman policier, alors que par exemple, il y a une version américaine de Scaramouche, avec Stewart Granger aussi, qui là est un pur film de KPDP, dont la comparaison est très intéressante avec le Scaramouche de Gérard Bard et notamment. Donc je pense qu'il y a quand même là peut-être pas une spécificité uniquement française, mais sans doute un goût du lectorat français de l'époque. Après, il y a sûrement des contre-exemples que je ne connais pas.